8. Dans la maison de l'ennemi. Après notre aventure à la villa de Passy, nous regagnâmes précipitamment Londres, où plusieurs lettres attendaient Poirot. L'une d'elles retint particulièrement son attention. Il la lut avec un sourire bizarre, puis me la tendit. « Lisez ceci, mon bon ami. » Je commençai par la signature, Abe Ryland. Je me remémorais alors les paroles de Poirot, l'homme le plus riche du monde. La lettre de M. Ryland était sèche, incisive. Il exprimait son profond mécontentement devant la raison invoquée par Poirot pour annuler au dernier moment son voyage en Amérique du Sud. Voilà qui donne furieusement à réfléchir, n'est-ce pas, dit Poirot. Je ne trouve pas extravagant qu'il proteste un peu. Non, non, vous ne saisissez pas. Rappelez-vous ce que nous a dit Meyerling, l'homme qui s'est réfugié ici pour y mourir malgré tout des mains de ses ennemis. Le numéro 2 est représenté par un S barré d'un double trait vertical, le symbole du dollar, ou encore par deux bandes horizontales et une étoile. On peut en conclure que c'est un citoyen américain et qu'il incarne la puissance financière. Ajoutez à cela le fait que Ryland m'a offert une somme prodigieuse pour m'appâter hors d'Angleterre et, alors Hastings, je le regardais éberlué. En fait, vous soupçonnez Abe Ryland, le multimilliardaire, d'être le numéro 2 des 4 grands? Votre brillante intelligence a saisi l'idée, Hastings. Oui, en effet. Vous avez prononcé le mot multimilliardaire sur un ton éloquent, mais comprenez bien une chose. Cette organisation est dirigée par des hommes très puissants, et M. Ryland a la réputation de ne pas être un enfant de cœur. C'est un homme habile, sans scrupules, qui a une fortune colossale et qui cherche maintenant à acquérir un pouvoir illimité. Indubitablement, la théorie de Poirot se défendait. Je lui demandais à quel moment il s'était forgé une opinion définitive sur la question. Le problème est là, je ne suis pas sûr, je ne peux pas être sûr. Mon ami, je ne donnerais n'importe quoi pour savoir. Décrétons néanmoins que Abe Ryland est le numéro 2. Cela nous rapprochera de notre but. Il vient d'arriver à Londres, semble-t-il, dis-je en tapotant la lettre. Irez-vous le voir pour lui présenter personnellement vos excuses ? C'est bien possible. Le surlendemain, Poirot revint à l'appartement dans un état d'excitation sans borne. Avec l'impulsivité qui le caractérisait, il me saisit les mains. « Mon bon ami, il se présente à nous une occasion formidable, unique, sans précédent. Mais c'est dangereux, très dangereux. Je ne devrais même pas vous demander de courir le risque. » Si Poirot cherchait à m'effrayer, il perdait son temps, et je ne me gênais pas pour le lui dire. Il m'exposa alors son plan de façon moins incohérente. Ryland cherchait un secrétaire anglais, un homme ayant de la prestance et de bonnes manières. L'idée de Poirot, c'était que je postule cet emploi. Je le ferai bien moi-même, mon ami, dit-il en manière d'excuse, mais il m'est presque impossible de jouer ce rôle convenablement. Je parle un excellent anglais, sauf quand je suis excité, mais je ne peux quand même pas abuser une oreille exercée, et même si je sacrifiais mes moustaches, je doute qu'on ne finisse par reconnaître Hercule Poirot. Je partageais cet avis et me déclarais prêt à tenter ma chance pour m'introduire dans le sanctuaire de Ryland. De toute façon, objectai-je, je vous parie 10 contre 1 qu'il ne m'engagera pas. Oh que si! Je vais vous obtenir des certificats qui le feront se pourlécher les babines. Le ministre de l'Intérieur en personne vous recommandera. Je fis observer à Poirot qu'il poussait le bouchon un peu loin, mais il balaya mes objections d'un geste. Il le fera, vous verrez. Je me suis occupé pour lui d'une affaire qui aurait pu provoquer un grave scandale. J'ai résolu le problème avec discrétion et délicatesse, et aujourd'hui le ministre vient manger dans ma main, comme vous diriez, tel un petit oiseau qui picore les miettes. Notre premier soin fut d'aller voir un artiste en maquillage. C'était un petit homme qui penchait la tête d'une drôle de façon, un peu comme Poirot. Il me détailla un moment en silence, puis se mit à l'œuvre. Lorsque je me regardais dans la glace une demi-heure plus tard, je fus abasourdi. Des chaussures spéciales me grandissaient de 5 bons centimètres, et la coupe du par-dessus que je portais me donnait une silhouette longue et mince, presque efflanquée. Mes sourcils, habilement retouchés, modifiaient totalement l'expression de mon visage. Mes joues étaient rembourrées par des tampons d'ouate, et mon teint hâlé n'était plus qu'un souvenir. Ma moustache avait disparu, et une dent en or saillait d'un côté de ma bouche. « Vous vous appelez désormais Arthur Neville, dit Poirot. Dieu vous garde, mon bon ami, car je crains que des périls ne vous guettent.
Le cœur battant la chamade, je me présentai au Savoy à l'heure indiquée par M. Ryland et demandais à voir le grand homme. Après m'avoir fait attendre une minute ou deux, on me conduisit dans sa suite. Ryland était assis à une table. Devant lui était dépliée une lettre provenant du ministère de l'Intérieur. J'aperçus l'entête du coin de l'œil. C'était la première fois que je voyais le milliardaire américain, et malgré moi je fus impressionné. Grand, mince, il avait un menton en galoche et un nez légèrement crochu. Ses yeux gris et froids brillaient sous l'auvent des sourcils, et il avait une épaisse chevelure grisonnante. Au coin de sa bouche, il laissait pendre avec désinvolture un long cigare noir, sans lequel on ne le voyait jamais. Je devais l'apprendre par la suite. « Seyez-vous, grogna-t-il. » Je m'assis. Il tapota de l'index ma lettre de recommandation. « D'après ce papier, vous êtes exactement ce qu'il me faut, et je n'ai pas besoin de chercher plus loin. Dites-moi, est-ce que vous vous y connaissez en mondanité ?» Je répondis que je pensais pouvoir le satisfaire sur ce chapitre. Par exemple, reprit-il, si je reçois des tas de ducs, de comtes, de vicomtes et tutti quanti dans la maison de campagne que j'ai louée, est-ce que vous serez capable de vous débrouiller et de les installer à table à la bonne place ? Oh, très facilement, répondis-je en souriant. Nous échangeâmes encore quelques remarques préliminaires, après quoi il m'annonça que j'étais engagé. Ce que cherchait M. Ryland, en fait, c'était un secrétaire. Connaissant les usages de la haute société anglaise, il avait déjà à son service un secrétaire américain et une sténodactylo. Je partis le surlendemain pour Hatton Chase, le manoir du duc de Loamshire que le milliardaire américain avait loué pour 6 mois. Je ne rencontrai pas la moindre difficulté dans l'exercice de mes fonctions. À une certaine période de ma vie, n'avais-je pas été le secrétaire particulier d'un parlementaire débordé de travail ? Le rôle que j'étais appelé à assumer m'était donc assez familier. M. Ryland recevait généralement beaucoup d'invités, le week-end, mais le reste de la semaine était relativement calme. Je voyais fort peu M. Appleby, le secrétaire américain, mais il m'avait l'air d'un jeune homme normal, agréable, très efficace dans son travail. Je voyais davantage Miss Martin, la sténodactylo. C'était une jolie fille de 23 ou 24 ans, aux cheveux auburn et aux yeux marrons, des yeux qui à l'occasion brillaient de malice, bien qu'ils fussent la plupart du temps pudiquement baissés. J'avais le sentiment que son employeur ne lui inspirait ni sympathie ni confiance, mais elle prenait soin de n'en rien laisser paraître. Vint pourtant le jour où, de façon inattendue, elle me fit ses confidences. Bien entendu, je m'étais scrupuleusement renseigné sur tous les membres du personnel. Certains domestiques avaient été engagés tout récemment. L'un des valets de pied, entre autres, et quelques bonnes. Le majordome, la gouvernante et le chef cuisinier étaient des employés du duc qui avaient consenti à rester au service de M. Ryland. J'écartais les bonnes, les jugeant sans importance. En revanche, je surveillais de très près James, le second valet de pied, mais ce n'était manifestement qu'un sous-fifre et rien de plus. Il avait d'ailleurs été engagé par le majordome. Celui qui me paraissait beaucoup plus suspect, c'était Dives, le valet de chambre personnel que Ryland avait ramené de New York avec lui. Il avait beau être anglais de naissance et faire montre de manière irréprochable, je ne pouvais me défendre d'une vague méfiance à son égard. J'étais à Hatton Chase depuis 3 semaines et il ne s'était encore produit aucun incident susceptible d'étayer notre théorie. Aucun signe de l'activité des 4. M. Ryland était certes un homme d'une puissance et d'une personnalité écrasante, mais je commençais à croire que Poirot faisait fausse route, en le croyant complice de cette redoutable organisation. Un soir, à dîner, j'entendis M. Ryland mentionner dans le courant de la conversation le nom du détective. Un petit bonhomme formidable d'après la rumeur, mais moi, je dis que c'est un dégonflé. Comment je le sais ? Je lui ai proposé une affaire et il s'est défilé à la dernière minute. Ne me parlez plus de votre Hercule Poirot. Dans ces moments-là, je trouvais mes tampons d'ouate dans les joues particulièrement gênants. Un jour que Ryland s'était rendu à Londres pour la journée, accompagné d'Appleby, Miss Martin me raconta une histoire assez curieuse. Nous venions de prendre le thé et nous flânions ensemble dans le jardin. J'aimais beaucoup cette jeune fille, simple et naturelle. Je voyais bien que quelque chose la tracassait,
et elle finit par s'en ouvrir à moi. « Vous savez, Major Neville, dit-elle, j'envisage très sérieusement de démissionner. » Devant mon air plutôt surpris, elle ajouta précipitamment « Oh, c'est un emploi merveilleux, d'un certain point de vue. La plupart des gens me trouveraient folle de vouloir le quitter. Mais je ne supporte pas la grossièreté, Major Neville. Je ne peux pas tolérer de me faire abreuver d'injures. Aucun gentleman digne de ce nom ne se conduirait ainsi. Monsieur Ryland vous a insulté ?» Elle hocha la tête. « Remarquez, dit-elle, il est toujours assez irritable et soupe au lait. Sur ce point, on sait à quoi s'en tenir, cela fait partie du travail. Mais se mettre dans une fureur pareille et pour une peccadille en plus, franchement, à le voir, j'ai cru un instant qu'il allait me tuer. Et tout ça pour une broutille, je vous assure. »« Si vous me racontiez l'incident, lui dis-je, vivement intéressé. »« Comme vous le savez, j'ouvre toutes les lettres de M. Ryland. J'en donne certaines à M. Appleby, et je m'occupe des autres, mais c'est moi qui fais le tri. Or, parmi ces lettres, il en arrive parfois qui sont écrites sur du papier bleu avec un petit 4 inscrit dans l'angle. Je vous demande pardon. » Je n'avais pu réprimer une exclamation étouffée, mais je la suppliais de poursuivre. « Donc, reprit-elle, quand je reçois des lettres de ce genre, j'ai la consigne formelle de ne pas les décacheter et de les remettre en main propre à M. Ryland, ce que je fais scrupuleusement. Mais hier matin, il y a eu un courrier beaucoup plus important que d'habitude. Je l'ai dépouillé à toute allure et dans ma hâte, j'ai ouvert une de ces fameuses lettres. En constatant mon erreur, je suis aussitôt allé voir M. Ryland pour lui expliquer ce qui s'était passé. À ma stupeur, il s'est mis dans une rage absolument folle. J'ai eu très peur, je vous prie de me croire. Qu'y avait-il donc dans cette lettre pour le contrarier à ce point ? Absolument rien, c'est ça le plus étrange. J'ai eu le temps de la lire avant de m'apercevoir de mon erreur. Elle était très courte. Je me la rappelle encore mot pour mot, et il n'y avait vraiment pas de quoi se mettre dans des états pareils. « Vous vous en souvenez, dites-vous » glissai-je d'un ton encourageant. « Oui. » Elle réfléchit quelques instants, puis récita le texte lentement, tandis que je le notais discrètement au fur et à mesure. « Monsieur, il serait urgent, selon moi, que vous alliez sur place voir cette propriété. La carrière est vendue conjointement, 16 000 livres. Commission, 11% ou 4% suivant le mode de paiement. Sincèrement vôtre, Arthur Leversham. » Miss Martin poursuivit. Il s'agit manifestement d'une propriété que M. Ryland songe à acheter. Quoi qu'il en soit, je considère qu'un homme capable de se mettre en rage pour une chose aussi insignifiante est... Oui, dangereux. À votre avis, Major Neville, que dois-je faire ? Vous avez plus d'expérience que moi. J'apaisai la jeune fille. Sans doute M. Ryland avait-il simplement eu une crise de dyspepsie, maladie qui menace tous les gens de sa race. Au bout d'un moment, elle me quitta tout à fait rassérénée. Pour ma part, j'étais beaucoup moins satisfait. Une fois seul, je sortis mon carnet et relus le texte noté à la hâte. Que pouvait-elle bien signifier, cette lettre d'apparence anodine ? Concernait-elle une affaire que Ryland était en train de négocier ? Une affaire qu'il souhaitait garder secrète tant qu'elle n'avait pas abouti ? C'était une possibilité. Mais n'y avait-il pas ce petit 4 au coin des enveloppes ? Je tenais enfin une piste, je le sentais. Je passai toute la soirée et la plus grande partie de la journée du lendemain à étudier la lettre, essayant de déchiffrer le message. Et tout à coup, la solution m'apparut toute simple. La clé, c'était le chiffre 4. Quand on lisait un mot sur 4, on obtenait un message entièrement différent. Urgent, vous voir, carrière, 16, 11, 4. La signification des chiffres se devinait sans peine. 16, c'était le 16 octobre, c'est-à-dire le lendemain. 11, c'était l'heure. Matin, soir, certainement le soir. Enfin, 4 était soit la signature du mystérieux numéro 4 en personne, soit la marque des 4 grands. Pas de problème non plus pour la carrière. Il y avait sur la propriété une grande carrière abandonnée à environ 800 mètres du manoir. Un endroit isolé, idéal pour un rendez-vous secret. Sur le moment, je fus tenté de prendre les choses en main moi-même. J'aurais tellement aimé, pour une fois, avoir le plaisir de marquer un point sur Poirot. Mais je finis par repousser la tentation. L'enjeu était trop important, je n'avais pas le droit de faire cavalier seul, au risque de compromettre nos chances de succès.
Pour la première fois, n'avions-nous pas une longueur d'avance sur nos ennemis? Il fallait exploiter cet avantage au maximum. Et j'étais bien obligé de me rendre à l'évidence. De nous deux, c'était Poirot le plus intelligent. Je lui écrivis aussitôt pour lui exposer les faits et lui expliquer que nous devions à tout prix espionner cette rencontre. S'il voulait que je m'en occupe, parfait, mais je lui indiquai néanmoins en détail comment aller de la gare à la carrière pour le cas où il jugerait préférable d'assister à l'entrevue en personne. Je portais la lettre au village et la glissais moi-même dans la boîte. Je correspondais régulièrement avec Poirot depuis mon arrivée, mais lui ne m'écrivait pas. Nous en avions décidé ainsi pour éviter des indiscrétions si jamais on lisait mon courrier. Je vis arriver la soirée du lendemain avec une intense excitation. Il n'y avait pas d'invité au manoir. Après le dîner, je fus occupé avec M. Ryland dans son cabinet de travail. J'avais prévu que tel serait le cas, et je n'avais donc pas espéré un instant pouvoir aller chercher Poirot à la gare. En revanche, je ne doutais pas d'être congédié bien avant 11 heures. Effectivement, vers 10h30, M. Ryland jeta un coup d'œil sur la pendule et m'annonça qu'il en avait assez fait. Saisissant l'allusion, je me retirai discrètement. Je montai dans ma chambre comme pour me coucher, puis redescendis sans bruit par l'escalier de service et sortis dans le jardin, non sans avoir pris la précaution d'endosser un pardessus foncé pour dissimuler mon plastron blanc. J'avais parcouru une certaine distance quand je regardai par-dessus mon épaule, juste à temps. M. Ryland sortait dans le jardin par la porte-fenêtre de son cabinet. Il allait à son rendez-vous. J'accélérai l'allure afin de conserver une bonne avance, et j'arrivai essoufflé à la carrière. Il n'y avait apparemment personne dans les environs. Je me glissai en rampant dans un épais buisson et attendis la suite. 10 minutes plus tard, à 11h pile, Ryland survint à son tour, le chapeau rabattu sur les yeux, l'inévitable cigare à la bouche. Après un rapide coup d'œil circulaire, il s'enfonça dans la cuvette que formait la carrière. J'entendis bientôt un murmure de voix s'élever vers moi. De toute évidence, l'autre homme ou les autres étaient déjà arrivés. Sorti des buissons avec précaution, centimètre par centimètre, soucieux de ne faire aucun bruit, je descendis en rampant le petit sentier abrupt. À présent, seul un gros rocher me séparait des hommes en pleine discussion. À l'abri dans l'obscurité, je pointai la tête et me retrouvai face à la gueule noire d'un sinistre automatique. « Les mains en l'air !» ordonna M. Ryland d'un ton bref. « Je vous attendais !» Il était assis à l'ombre du rocher, de sorte que je ne voyais pas son visage, mais la menace qui perçait dans sa voix n'avait rien de plaisant. Je sentis sur ma nuque le contact froid d'un objet métallique, et Ryland abaissa son pistolet. « Parfait, George, dit-il avec son accent américain, amenez-le par ici. » Rageant intérieurement, je me laissai entraîner au cœur des ombres, où l'invisible George, que je soupçonnais d'être l'impeccable Dives, me bâillonna et me ligota solidement. Lorsque Ryland reprit la parole, j'eus du mal à reconnaître sa voix, tant elle était froide et menaçante. « Maintenant, c'est la fin pour vous deux. Vous avez provoqué les 4 une fois de trop. Vous savez ce qu'est un éboulement ? Il y en a eu un ici même, voici 2 ans. Et il va y en avoir un autre ce soir. J'ai pris mes dispositions en ce sens. Dites donc, votre fameux ami n'est pas très ponctuel à ses rendez-vous. » Une vague d'horreur me submergea. Poirot ! Dans 1 minute, il allait se jeter dans la gueule du loup sans que je puisse le mettre en garde. Je ne pouvais que prier le ciel qu'il ait décidé de me laisser faire et de rester à Londres. S'il avait eu l'intention de venir, il aurait sûrement déjà été là. À mesure que les minutes s'égrenaient, mes espoirs augmentaient. Soudain, ils furent réduits à néant. J'entendis des pas prudents mais néanmoins perceptibles. Je me tortillai comme un ver impuissant au supplice. Les pas descendirent le sentier, s'arrêtèrent. Enfin Poirot parut, la tête un peu penchée de côté pour scruter les ombres. J'entendis le grondement de satisfaction de Ryland quand il leva son gros automatique en criant « Haut les mains !» Dives s'élança pour couper la retraite à Poirot. Le piège s'était refermé. « Ravi de faire votre connaissance, monsieur Hercule Poirot, » dit l'Américain d'un air mauvais. Poirot fit preuve d'un sang-froid extraordinaire. Il ne manifesta pas la moindre émotion. Je le vis néanmoins fouiller les ombres du regard. « Mon ami, il est ici ?»« Oui, vous êtes pris tous les deux, pris au piège des 4 grands, » dit l'Américain en éclatant de rire. « Un piège ? S'enquit Poirot. Je vous signale que vous êtes tombé dedans, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. »
Je vois qu'il y a piège, oui, dit Poirot d'une voix douce. Mais vous êtes dans l'erreur, cher monsieur. C'est vous qui êtes dedans, pas moi ni mon ami. Quoi? Ryland leva son automatique, mais je vis une lueur d'hésitation dans son regard. Si vous tirez, reprit le détective, vous commettrez un meurtre sous les yeux de 10 témoins et vous serez pendu. Cet endroit est cerné par les hommes de Scotland Yard depuis 1 heure. Échec et mat, monsieur Abe Ryland. Il émit un sifflement bizarre et, comme par enchantement, des hommes en uniforme envahirent la carrière. Ils s'emparèrent de Ryland et du valet, qu'ils désarmèrent. Après avoir échangé quelques mots avec le policier qui dirigeait l'opération, Poirot me prit par le bras et m'entraîna à l'écart. Dès que nous fûmes sortis de la carrière, il m'étreignit avec fougue. « Vous êtes vivant, vous n'avez pas de mal, c'est superbe. Souvent je me suis reproché de vous avoir laissé partir. » « Je vais parfaitement bien, lui dis-je, en me dégageant, mais je suis un peu dépassé par les événements. Vous êtes bien tombé dans leur traquenard, non ? Je l'attendais, bien au contraire. Pour quelle autre raison vous ai-je permis de venir ici ? Votre faux nom, votre déguisement, tout cela n'était pas du tout destiné à les tromper. Quoi ? M'écriai-je, et vous ne m'en avez rien dit ? Comme je vous l'ai fréquemment expliqué, Hastings, vous avez une nature si droite, si honnête, que vous ne pouvez pas tromper les autres si vous n'êtes pas trompé vous-même. Bon, donc, ils vous repèrent tout de suite et ils font ce que j'avais prévu, ils vous utilisent comme appât. C'était une certitude mathématique. Pour quelqu'un qui sait se servir de ses cellules grises, ils mettent la fille dans le coup. À propos, mon ami, une question intéressante sur le plan psychologique. Est-elle rousse ? Si vous voulez parler de Miss Martin, dis-je avec froideur, elle a les cheveux d'une délicate teinte auburn, mais ils sont fantastiques ces gens-là. Ils ont même étudié vos goûts. Oh oui, mon bon ami, Miss Martin faisait partie du complot et comment ? Elle vous raconte son histoire sur la colère de Monsieur Ryland, vous répète le texte de la lettre, vous le notez et vous triturez vos méninges pour résoudre le casse-tête qui est très bien conçu. Difficile, mais pas trop. Vous trouvez la solution et vous me faites venir. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que j'attends précisément cela. Je cours trouver Japp et je m'arrange avec lui. Ensuite, comme vous voyez, c'est le triomphe. Je n'étais pas particulièrement content de la conduite de Poirot en cette affaire, et je le lui fis savoir. Nous regagnâmes Londres par le train du lait aux premières heures de la matinée dans une atmosphère pesante. Je sortais de mon bain et songeais avec délice à mon petit déjeuner, lorsque j'entendis dans le salon la voix de Japp. Enfilant un peignoir, j'allais aux nouvelles. « Grâce à vous, disait Japp, nous nous sommes bien couverts de ridicule, c'est indigne de vous, monsieur Poirot. C'est la première fois que je vous vois prendre une pareille gamelle. » La tête de Poirot valait le coup d'œil. Japp reprit. Nous étions tous là à prendre au sérieux cette histoire de main noire, alors que c'était un canular du valet de pied. Le valet de pied, hoquetai-je ? Oui, James ou je ne sais plus quel nom. Apparemment, il avait parié avec les autres domestiques qu'il pourrait se faire passer pour le vieux Ryland auprès de son Altesse, c'est-à-dire vous, capitaine Hastings, et vous faire avaler un tas de bobards à propos d'une bande d'espions baptisée les Quatre Grands. Impossible, m'écriai-je. N'allez pas croire ça. J'ai conduit notre gentleman tout droit à Hatton Chase, où j'ai trouvé le vrai Ryland paisiblement endormi dans son lit. Le majordome, le cuisinier et je ne sais combien d'autres domestiques ont confirmé l'histoire du pari. C'était une farce stupide, rien de plus. Et le valet de chambre était dans le coup aussi. Voilà donc pourquoi il est resté dans l'ombre, murmura Poirot. Après le départ de Japp, nous nous regardâmes. Au bout d'un moment, Poirot déclara « Nous savons, Hastings. Le numéro 2 des Quatre Grands est Abe Ryland. La mise en scène du valet de pied était un recours en cas d'urgence. » « Et ce valet de pied ? » « Oui, dis-je dans un souffle. C'est le numéro 4, dit gravement Poirot.